Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e Live Académie. Les lives conçus pour vous, chers enseignants et chers conseillers pédagogiques. On est absolument ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Svenja. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis exploratrice des pratiques pédagogiques innovantes. J'ai voyagé dans le monde entier et j'adore interviewer des entrepreneurs, des innovateurs comme on les a aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous d'être là avec nous sur ce petit plateau. On est très heureux de vous retrouver pour ce 5e live. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des tendances pédagogiques de l'année 2024. Et donc, j'aimerais vous poser une petite question avant qu'on commence. Quelles sont, à votre avis, ces 4 tendances pédagogiques de l'année? Alors, dites-nous dans le chat, en haut à gauche de votre écran Teams, ce que vous pensez. Dites-nous toutes les idées que vous pouvez avoir sur ces 4 tendances pédagogiques. Avant qu'on commence, je vais vous parler un petit peu de comment ça va se passer. On va avoir une heure ensemble, une heure pendant laquelle on va discuter avec nos 2 intervenants et avec vous. L'idée de ces lives, c'est vraiment que vous posiez toutes les questions que vous avez. C'est vraiment l'idée. C'est le format pour. On va essayer de faire en sorte que ce soit très interactif. Donc, posez vos questions, dites-nous tout ce que vous pensez dans le chat. Interrogez-nous, critiquez ce que vous pensez qui est critiquable et puis donnez-nous vos idées. C'est vraiment le but de ces lives. Alors aujourd'hui, on va parler de ces 4 tendances pédagogiques. Et donc, pour parler de ces 4 tendances pédagogiques, nous avons invité 2 intervenants, Wassim et Katharina, que je suis absolument ravie de vous présenter. Alors Wassim, pour commencer avec toi, tu es entrepreneur dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation, à l'apprentissage. Et donc, tu développes une intelligence artificielle qui personnalise les parcours, et tu vas nous en dire un peu plus dans quelques instants, les parcours des apprenants. Merci pour l'invitation, Svenja. C'est un plaisir de pouvoir parler aujourd'hui avec toi. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation. Katharina, toi aussi, tu es entrepreneur, tu es spécialisée sur les soft skills et sur toutes les compétences socio-émotionnelles, mais aussi les compétences liées à l'environnement et à comment on peut intégrer en fait cette nouvelle notion des enjeux environnementaux à notre éducation et à notre enseignement. Merci beaucoup Svenja, je suis ravie d'être là aussi et je suis ravie de discuter sur ces sujets-là, sur les tendances nouvelles ou pas si nouvelles. Absolument. On pourra en discuter, on pourra en débattre. On pourra en débattre. Alors, est-ce que nous avons déjà des petites idées dans le chat? Je regarde. Alors, sur mon portable, j'ai le chat. Qu'est-ce que vous nous dites sur les tendances? L'éducation numérique est une tendance que vous nous avez beaucoup partagée dans le chat. Pédagogie active. Travail collaboratif, l'IA bien sûr, oui, la neurolinguistique aussi. Tiens donc, effectivement, différenciation, classe inversée. Eh bien, dis donc, vous avez vu juste. Vous avez vu juste. Nous avons tout à fait, nous allons parler de toutes ces tendances-là, mais nous allons nous focaliser sur 4 tendances que nous avons choisies qui nous semblent absolument essentielles. Premièrement, la personnalisation ou la différenciation, comme certains d'entre vous l'ont très bien remarqué. Personnalisation, différenciation. Ensuite, l'engagement des apprenants au travers de pédagogies actives, comme la classe inversée, vous l'avez nommé, comme les pédagogies liées sur le projet, le challenge, comment donner des projets aux étudiants, aux élèves pour qu'ils se sentent plus activés, plus engagés dans leur apprentissage. Ensuite, le rôle du mouvement. Oui, le rôle du mouvement, vous ne vous y attendiez pas, le rôle du mouvement dans l'apprentissage et comment faire cours en dehors des murs, comment sortir l'éducation et l'enseignement en dehors des murs de l'école ou de la chambre ou du salon. Donc très intéressant. Et ensuite, le dernier, comment est-ce qu'on intègre les enjeux environnementaux à notre enseignement? Et ça, je pense que c'est essentiel aujourd'hui qu'on ait cette réflexion-là avec le changement climatique, de savoir comment on enseigne ces enjeux à nos jeunes. Donc, voici les 4 tendances que nous allons discuter aujourd'hui. Et je compte sur vous pour discuter avec nous, pour poser vos questions sur le chat en haut à gauche de votre Teams, si vous êtes sur un ordinateur. Alors, on va commencer par la toute première tendance, différenciation, personnalisation. Wassim, c'est ton sujet, tu travailles dessus depuis quelques années. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu de ton savoir? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à la technologie? Comment on peut personnaliser les parcours d'apprentissage? Ouais, c'est pas un nouveau sujet, la personnalisation. On en parle depuis des décennies. Academia n'est pas un nouvel acteur et pourtant c'est un acteur de la personnalisation de l'enseignement, du cours particulier.
Et il est vrai qu'aujourd'hui, la meilleure manière de personnaliser, c'est d'avoir un prof particulier qui te connaît, qui interagit avec toi toutes les semaines, si possible plusieurs heures par semaine, parce qu'il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces, et il connaît ta manière de mémoriser, de travailler. Est-ce que tu as besoin d'exemples concrets ou est-ce que tu as besoin de plus de théorie? Et est-ce que tu es plutôt bon en mathématiques ou est-ce que tu es plutôt bon en anglais? En fonction de ton profil, ton prof va pouvoir cibler et mieux t'enseigner finalement. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est difficile de mettre à l'échelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un prof particulier pour toutes les matières, pour toutes les semaines. Et donc forcément, on se demande, est-ce qu'avec l'IA, parce qu'on a tous utilisé ChatGPT, est-ce que ça pourrait pas nous aider à répondre à certaines de nos questions et à mieux interagir? En réalité, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les élèves et les profs, les deux utilisent énormément ChatGPT. Donc, on ne peut pas faire semblant, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. C'est vrai que ça introduit une certaine opacité parce qu'on parle de triche, on parle de mauvaise utilisation de l'IA, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que il y a deux usages concrets, à force de parler avec des centaines d'enseignants dans le secondaire et le supérieur, de l'IA qui sont pertinents. Le premier qu'on voit, c'est autour de la productivité, le gain de temps pour les profs. Tout ce qui est autour de la conception pédagogique. On le sait, on connaît tous des profs, mes parents sont profs, perdaient énormément de temps sur beaucoup de tâches annexes. Écriture des appréciations, conception des exercices, correction, préparation des cours, aller au cours, corriger les copies. Enfin, c'est énormément de tâches. On leur demande beaucoup aux profs. Et malgré tout, l'IA peut aider dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si on vous fait gagner du temps sur la conception pédagogique ou la correction, quelque part, vous aurez plus de temps pour préparer votre cours et mieux comprendre les besoins des élèves. Et donc, forcément, en cours, vous pourrez dire, bon, bah, Jeanne, j'ai vu que tu n'avais pas compris ça dans ta copie la semaine dernière. Donc, en fait, quand tu as plus de temps à passer sur la préparation du cours, forcément, tu es plus performant. Donc, ça, c'est la première utilisation qui est concrète. Et on voit, par exemple, des librairies prompt aujourd'hui qui existent. Je vous encourage à aller voir, bon, c'est en anglais, mais l'utilisation est la même en français, c'est AI for Education, qui compile toute une liste de prompts. Et vous verrez probablement mieux que moi là-bas l'utilisation concrète qu'on peut en faire, mais on peut générer des syllabus, on peut générer des exercices ciblés en fonction des besoins des élèves avec des cas concrets. Donc, si par exemple vous avez des élèves, ou dans le cas d'un cours particulier qui est fan de Kylian Mbappé, vous pouvez générer un exercice de mathématiques applicatives au football. Mine de rien, ça peut parler aux élèves. Et vous pouvez générer des appréciations aussi. Ça, mine de rien, c'est vrai que ça prend du temps. Et donc, toutes ces petites tâches annexes qui sont rébarbatives et sur lesquelles vous pouvez gagner du temps, finalement, n'hésitez pas à aller sur ce site-là qui vous permettra de compiler et d'imaginer aussi des utilisations auxquelles vous n'y avez probablement pas pensé au préalable. La deuxième manière, et qui est la plus évidente, c'est l'utilisation de ChatGPT au quotidien quand tu as des questions et que tu cherches des réponses. Nous, on y voit deux problèmes de l'utilisation de ChatGPT au sein d'une classe. La première, c'est le manque de maîtrise du prof. C'est-à-dire que il sait que ses élèves posent des questions à un chat, et il ne sait pas ce que le chat répond aux questions des élèves. Hallucination, mauvaise source, puisque ChatGPT est plus ou moins entraîné sur tout Internet. Donc forcément, il y a un manque de contrôle et le fait que le prof se fait dépasser finalement. Absolument. Qu'est-ce que c'est qu'une hallucination? Parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention, un ChatGPT n'a pas la science infuse, enfin pas pour tout. Donc qu'est-ce qu'une hallucination? Une hallucination, c'est lorsque finalement, on parle beaucoup de ChatGPT, mais de manière générale, l'IA générative répond à côté de la plaque finalement. Tout simplement, utilise des mauvaises sources et ne dit pas la vérité. D'accord. Donc, ça, c'est une hallucination. Maintenant, le deuxième problème, puisqu'il y en avait deux, c'est l'opacité et le fait que le prof ne voit pas les questions que posent les élèves à ChatGPT. Et pourtant, toutes ces questions-là, c'est une véritable mine d'or, puisque s'il sait que Jeanne a posé une question sur comment a été déclenchée la Seconde Guerre mondiale et que il n'a pas forcément revenu sur ce point-là au prochain cours, quelque part, il peut s'en servir de cette mine d'or-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie opacité et un manque de transparence entre les profs et les élèves. Donc, il est vrai qu'il faudrait donner beaucoup plus de contrôle aux profs sur cette utilisation de ChatGPT. Quelle serait une solution? C'est typiquement pour un prof particulier de demander
aux élèves de montrer l'historique ChatGPT, de dire voilà, quelles questions vous lui avez posées récemment et quelles réponses, est-ce qu'on peut aller analyser la réponse ensemble? Est-ce qu'on pourrait aussi regarder les réponses de ChatGPT avec un esprit un peu critique, de dire bon voilà, qu'est-ce qui t'a répondu et pourquoi c'est potentiellement faux, pourquoi il hallucine potentiellement et comment on vérifie d'ailleurs les sources qu'il propose. Difficile de vérifier les sources. Parce que tu poses une question à ChatGPT, finalement, il va rarement te donner les sources. Il est vrai que ça peut être intéressant de voir l'historique de conversation, à condition que ce soit bien structuré, puisque tu as tout ton historique qui est pas très bien organisé dessus, et c'est pas l'élève qui va se prendre la tête à bien le structurer. Donc finalement, l'une des bonnes manières, c'est tout simplement avoir une relation, si tu as un prof particulier qui est face à un élève, une relation de transparence. Donc, dis-moi ce que tu as fait sur ChatGPT hier, et ça amène aussi de la pédagogie, et ça améliore l'échange. Et je suis conscient que tu l'utilises, moi-même je l'utilise, donc n'hésitons pas à en discuter, et donc ça renforce le lien entre le prof et l'élève, et c'est tout ce qu'on cherche. Ça, c'est dans le cas d'un cours particulier. Maintenant, c'est vrai, si l'élève est en complète autonomie, ça peut être plus compliqué d'en tirer un véritable profit. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est pour la personnalisation, utilisez ChatGPT, vous, en tant que prof, pour préparer vos cours et pour les personnaliser au maximum, pour personnaliser les exercices. Ça, c'est ta recommandation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu recommandes? Alors, il y en a un que j'aime bien, qui est autour de la génération de cartes conceptuelles. Donc, on télécharge n'importe quel fichier en entrée. Bon, ça demande d'avoir un cours numérisé en entrée. D'accord. Donc, effectivement, si vous êtes uniquement dans l'improvisation et dans je vais t'aider à répondre ou à faire tes devoirs, ça va, ce qui n'a pas forcément d'intérêt dans un cours particulier. Entendons-nous bien, mais s'il y a un support pédagogique, ça peut être intéressant de générer une carte conceptuelle et qui résume en réalité et qui fait le lien entre les différents concepts pour, pourquoi pas, l'envoyer à la fin d'une session et faire le résumé et Super. avoir le suivi de manière continue et simple et très visuelle des concepts. Donc ça s'appelle Algor Éducation. Algor Éducation. Super. On vous partage ça dans le chat. Comme ça, vous pouvez directement copier, coller le lien et l'utiliser. Super. Merci beaucoup, Wassim, de nous avoir partagé ton point de vue sur le sujet. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est une mine d'or pour les profs et qu'il faut absolument l'utiliser. Non seulement pour la préparation des cours, parce que comme tu dis, ça personnalise, mais aussi avec les élèves. On a eu un live sur la Gen AI, l'IA générative, le tout premier live que j'ai eu le plaisir d'animer avec vous, si vous vous en souvenez. Et là, on parlait vraiment de comment utiliser ChatGPT avec ses élèves, au lieu de bannir et de dire non, surtout ne l'utilisez pas. Mais de leur dire, utilisez-le et ensuite on s'assoit ensemble et on regarde comment vous l'avez utilisé. Et on a un esprit critique, on regarde comment il a répondu et comment il aurait pu mieux répondre. Et c'était une prof de philo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une prof de philo qui partageait ça. Évidemment, tout le monde fait ça, en ce moment. Là, les profs de philo ne savent plus où donner de la tête parce que les dissertes sont faites avec ChatGPT. Mais finalement, faites vos dissertes avec ChatGPT et ensuite on analyse et on corrige la disserte ChatGPT comme si nous-mêmes on était prof, quoi. Donc vraiment mettre les élèves dans cette posture de prof, c'est très intéressant aussi. Donc merci à toi de nous avoir partagé ton point de vue. La deuxième tendance qu'on aimerait discuter, c'est la tendance de l'engagement des apprenants, parce que c'est une tendance vieille comme le monde. On a tous envie d'engager nos apprenants, de faire en sorte qu'ils soient actifs, acteurs. C'est quand même le but. Et donc, comment faire? Quelles sont les pédagogies qui existent pour le faire? Alors, ont été nommées la classe inversée. Vous l'avez nommé dans le chat. Est-ce que vous en avez d'autres? Partagez-nous dans le chat différentes pédagogies que vous utilisez pour engager vos apprenants, pour faire en sorte qu'ils ne s'ennuient jamais et qu'ils ne voient pas le temps passer. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Katharina, est-ce que tu as des idées de pédagogie active? Bien sûr, j'ai des idées sur les pédagogies actives. Déjà, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le projet un bâtisseur de possibles qui continue à être porté aujourd'hui par le Learning Planning Institute et qui est une forme de pédagogie active, à savoir design thinking, une démarche d'innovation et dans le cadre
de projet bâtisseur de possible. Il s'agit d'une adaptation au contexte scolaire, au contexte avec les élèves, donc une simplification méthodologique, etc. Et aussi un accent mis énormément sur l'action réalisée par les élèves concrètement. Donc ça, c'est une démarche qui existe, dont les ressources sont disponibles en ligne et dont on peut se saisir si on a envie de travailler aussi sur les enjeux de développement durable. Donc c'est quelque chose que je devrais développer plus tard. Donc ça, c'est une idée de pédagogie active que j'aimerais bien souligner. Et puis, j'aimerais bien quand même parler de quelque chose quand tu dis comment les motiver, faire devenir acteurs, etc. Il y a quelque chose qui est très fort, c'est interroger le sens. Quel sens les élèves voient, pourquoi ils sont à l'école, pourquoi ils font les apprentissages, etc. Parce que dès que c'est toujours extérieur, dès que la motivation est externe, dite externe, on n'est pas sur une motivation intrinsèque. Peut-être, je pense que vous avez déjà eu un live sur le sujet, sur la motivation. Donc, il y a je pense que c'est une association qui s'appelle Sens de l'école, qui travaille sur la question quel est le sens de l'école, quel est le sens de l'apprentissage, et ça pose énormément, ça repositionne l'élève, hein, le jeune, dans une situation où il est plus seulement celui qui reçoit les choses, c'est comme ça, c'est parce qu'il faut y aller, etc. Mais on se pose la question, mais pourquoi je suis là ? Quelle est ma motivation, qu'est-ce que je vais y apprendre, etc. Donc, c'est de reposer quelque part les bases. Et y compris pour les pédagogies actives, la question qui se pose en amont, c'est pourquoi on le fait. Quel est l'objectif de ça? Pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai envie de développer les compétences? Est-ce que j'ai envie de faire une cohésion d'équipe? Est-ce que j'ai, d'équipe de classe ou petite équipe au sein de la classe? Donc, c'est toujours une question, donc c'est pas la pédagogie active pour la pédagogie active, où je vais faire ce projet-là parce que moi j'ai envie de faire du recyclage avec les élèves. Si vous avez envie de faire le recyclage avec les élèves, faites, voilà, c'est super, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est toujours au service d'un objectif qu'on a en tant qu'enseignant et de point de vue de l'élève, y compris questionner le sens de l'école, des apprentissages, c'est hyper important pour être dans une pédagogie active. Tout à fait d'accord. Et je pense qu'on ne souligne pas assez. Les élèves ne savent pas pourquoi ils doivent apprendre les maths, pourquoi c'est important, pourquoi la physique c'est important. Donc remettre le sens au cœur, c'est extrêmement important. Comment s'appelle cette association? Le sens de l'école. Le sens de l'école. On va vous le partager aussi dans le chat. Je pense que c'est essentiel de remettre le pourquoi au cœur de tout ce qu'on fait. Et c'est vrai que les pédagogies actives, pour moi, donnent du sens. Parce que c'est plus juste, voilà, on a un cours, on transmet le cours, c'est très descendant. Alors, les pédagogies actives permettent vraiment de mettre l'élève au cœur de l'apprentissage et de le rendre acteur. Et c'est ce qu'on veut. Alors, on a des pédagogies comme la classe inversée, où finalement, on va inverser le fait que ce soit le prof qui devienne l'élève qui devienne le prof, et donc proposer aux élèves de préparer un cours sur un sujet donné, un sujet plutôt niche, de lui dire, bah, pour la prochaine fois, prépare-moi un cours et délivre-le-moi, et moi je suis l'élève, je t'écoute. Et c'est très intéressant de changer un peu la perspective et de demander à l'élève de préparer et de faire cours comme s'il était le prof. Ça le met dans une position où OK, il a une responsabilité quelque part. Et on dit souvent que l'apprentissage par les pairs, le pair à pair, est très important et a une force majeure, parce que quand on enseigne quelque chose, quand on transmet, on se met dans la position de OK, je veux bien faire, je veux bien expliquer, et donc j'essaye de bien trouver des mots et d'être pédagogue. Et donc ça fait un petit peu, c'est un peu la pédagogie pair à pair, que de dire aux élèves, maintenant c'est à vous de faire cours, et peut-être si vous avez des cours collectifs, de demander à chaque élève de s'occuper d'un petit bout du cours, et chacun leur tour de faire leurs 5 minutes de cours. Donc ça peut être une très belle méthode que j'ai déjà vue en action dans plein de pays, et ça marche très bien. Une deuxième méthode, c'est l'apprentissage par projet. Donc là, comme tu dis, bâtisseur de possible, tu vas nous en parler un peu plus tard. C'est des projets, c'est de faire en sorte que les élèves deviennent acteurs d'un projet qu'ils mènent à bien, et vous pouvez faire ça dans toutes les matières. En histoire géo, vous pouvez leur demander de faire une petite pièce de théâtre, ou d'apprendre un monologue par cœur et de le réciter, ou d'avoir en fait des projets que vous leur donnez
donner. Ou c'est même eux d'ailleurs qui peuvent choisir leur propre projet, mais en tout cas de les mettre dans une posture où, voilà, où ils sont acteurs et c'est eux qui délivrent en fait leur savoir et qui se l'approprient. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Je voulais vous partager aussi une expérience qui a été faite en Nouvelle-Zélande, que j'ai pu voir lors de mes nombreux voyages. En Nouvelle-Zélande, dans tout un quartier d'Auckland, de la capitale, où en fait les écoles avaient des très mauvais résultats et l'autorité publique se posait des questions sur comment améliorer la pédagogie pour que plus d'élèves réussissent dans ces quartiers qui étaient très défavorisés. Et du coup, ils ont mis en place toute une pédagogie qui s'appelle Learn, Create, Share. Apprendre, créer, partager. Apprendre, créer, partager, c'était un peu voilà, le triangle du succès. Ils ont voulu mettre ça en place. Apprendre, parce que oui, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est évident. Créer, parce qu'on peut toujours créer. Il y a de la création possible partout. Et donc, on met vraiment les élèves dans une situation où, après le cours de maths, on leur dit, ben voilà, maintenant vous avez appris la trigonométrie. Maintenant, on va mettre ça en place. Donc, maintenant que vous avez la théorie, allez dans la cour de récré, dans votre jardin, et essayez de me tracer un triangle avec une corde, un arbre, mais tracez-moi un triangle rectangle. Et donc, ils allaient dans la cour ou dans leur jardin, ils se filmaient, etc. Donc, vraiment essayer de rendre tangible, les enseignements. Donc, ça, c'est très, très important. Et ensuite, donc ça, c'est pour la partie création. Et ensuite, dans la partie partage, on demandait aux élèves dans ces écoles de partager chaque semaine, vendredi après-midi, sur leur blog. Alors, ils avaient tous un blog personnel. On leur demandait d'écrire un petit article de blog sur ce qu'ils avaient appris. Ce qu'ils avaient appris pendant la semaine qu'ils avaient vraiment marqué. Alors, ça peut être en cours d'histoire ou appris sur eux-mêmes ou à la maison, où ils devaient partager un fait qu'ils avaient appris ou une expérience. Et en fait, toutes les semaines, ils écrivaient. Et puis, ils faisaient ça en cours d'anglais. Comme ça, ils écrivaient. Et en même temps, ils avaient les cours de grammaire avec la prof qui regardait les fautes, etc. Donc, ils apprenaient l'anglais écrit en même temps. Et puis, ils partageaient quelque chose. Et c'est vrai que cette pédagogie est basée sur les recherches d'un certain John Hattie, qui est un chercheur néo-zélandais, qui dit qu'il faut rendre l'apprentissage visible. Parce qu'il faut le rendre tangible. Quand tout à coup, après un cours sur le triangle rectangle, on va dans son jardin et qu'on trace un triangle rectangle avec un arbre, etc., tout à coup, ça devient tangible, ça devient réel. Et donc, toute cette pédagogie est basée sur son bouquin qui s'appelle Visible Learning, l'apprentissage visible, c'est traduit en français. Je vous le conseille, c'est extrêmement intéressant. Tant qu'on rend l'apprentissage visible, tangible, c'est beaucoup plus simple pour les élèves. Je peux, Bien voilà, sûr. j'allais te compléter sur, déjà, cette approche-là, moi, ça me rappelle énormément le travail qui est fait à l'école de Crowley. C'est l'approche qui existe du coup depuis vraiment depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle. Et du coup, c'est pratiqué au niveau école élémentaire, mais aussi au niveau collège. Donc, du coup, je voudrais juste les nommer, qu'ils existent. L'école de Crowley, comment tu écris ça? De Crowley, Decrloy, je crois. Mhm. C'était un médecin belge. Mhm. Et du coup, ça existe depuis longtemps. Les pratiques sont documentées. Et justement, ça corrobore l'idée que les apprenants apprennent de façon globale et que c'est important qu'ils aient une expérience aussi pratique. C'est d'ailleurs dans les sondages internationaux, la chose que si les élèves avaient la possibilité de changer leur éducation formelle, la première chose qu'ils feraient, 45% qui s'accordent à dire, il faudrait que ce soit beaucoup plus réel, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus un lien avec la vraie vie. C'est vraiment le verbatim, la vraie vie. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la vraie vie pour un adolescent d'aujourd'hui? C'est ça la question qu'on doit se poser. C'est quoi la vraie vie? Qu'est-ce qui rend les choses? Mais bon, je suis certaine que les enseignants se posent cette question-là tous les jours. Parce que c'est là où elle reste la clé. Et deuxième chose que j'ai voulu compléter par rapport à la coopération, par rapport à l'apprentissage par les pairs, il y a, pour que ça se passe bien, pour qu'on ne renforce pas les inégalités en termes d'apprentissage, il est très important de travailler, de bien se renseigner sur les démarches de pédagogie coopérative. Et en France, il y a un expert sur la question, il s'appelle Sylvain Connac, et il a écrit de nombreux manuels sur le sujet, qui a partagé les façons d'organiser la classe et l'apprentissage par les pairs, afin que ça soit profitable pour tout le monde, pas seulement pour les élèves qui sont déjà un
compétences Mhm. par rapport à ceux qui ne le sont. Mhm. Merci, merci Katharina d'avoir complété. Je vois que dans le chat, certains d'entre vous nous ont déjà partagé vos méthodes pour engager vos élèves et pour faire de la pédagogie active. Merci beaucoup d'avoir partagé ces méthodes. Je vois des jeux pédagogiques, effectivement. On aurait pu nommer la gamification, la ludification comme un des thèmes d'aujourd'hui, comme un des thèmes majeurs hein, des tendances 2024 qui ne sont pas nouvelles, hein, mais la gamification et le jeu sont extrêmement intéressants et apparemment, cette personne l'utilise pour les tables de multiplication, pour les apprendre de façon ludique. Donc voilà, continuez à nous partager, s'il vous plaît, vos méthodes, ce que vous mettez en place. Nous sommes très curieux et on serait ravis d'en savoir plus. Alors, on a quelque chose d'autre, je viens de voir, manipuler pour comprendre les enjeux d'apprentissage. Alors, ce qu'on disait, hein, la manipulation, tout à coup, on rentre dans du concret, donc faire manipuler les élèves, c'est excellent, que ce soit aller dans le jardin pour faire un triangle rectangle avec une corde ou à son bureau. Mais effectivement, créer de la manipulation, c'est extrêmement important parce que ça rend tout de suite les choses très tangibles. Ouais, j'allais dire qu'il y a une nouvelle initiative, mais je pense que je me souviens pas exactement du nom, probablement je vais l'écorcher, mais c'est trouvable. C'est les zones de protection maritime ou zones de protection terrestre qui sont initiées par les enfants, par les jeunes. Et c'est un des projets qui est inscrit dans les 20 mesures pour la transition écologique à l'école. Mhm. Et ces aires-là, en fait, ça permet de rendre très concret, tangible le lien avec la nature. Et c'est quelque chose qui est donc, enfin, moi je parlerai plus des tendances autour du développement durable, mais il y a un axe qui est très très important, c'est la sensibilité. Parce que si on n'a pas de relation, si on n'a pas de lien physique avec un environnement même émotionnel, hein, qu'on aime la nature, qu'on aime l'environnement dans lequel on est, on ne peut pas en prendre soin. C'est pas possible. On va être dans des imitations de gestes sans sens. Et justement, ce type de démarche permettent de façon active s'approprier un petit espace où on décide ce qu'on va en faire collectivement. Donc, du coup, c'est un projet collectif, la pédagogie active, du coup, la pédagogie par projet, autour d'un espace particulier dont on décide ce qu'on va en faire. Et c'est extrêmement favorable pour le développement à la fois des compétences, à la fois motiver, engager les apprenants, parce qu'on a un espace dont on prend soin. Et du coup, il y a toutes ces dimensions de sensibilité qui peuvent se développer grâce à ça. Magnifique. Merci pour cet exemple. On a encore un autre exemple. Hein. Vous avez plein d'idées, c'est excellent. Continuez à nous partager ça. Allez au cinéma en VO. Dans le cadre du cours d'anglais et faire une restitution au cours suivant. C'est aussi simple que ça, mais ça marche effectivement. Aller au cinéma, voir un film en VO, ça motive, ça nous donne envie d'en savoir plus, de comprendre le film et donc de se concentrer sur l'anglais et de pouvoir en discuter au cours suivant. C'est une excellente initiative. Merci de nous l'avoir partagé. Voici, mais est-ce que tu as envie de réagir sur cette question de pédagogie active, de rendre l'élève moteur, acteur de son apprentissage? Alors, le centre de toute cette expérience, ça reste le professeur qui doit susciter de la passion. Et quand on parle de projet, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la raison. Pourquoi est-ce que je vais faire ce projet? Qu'est-ce que je vais chercher à la fin? Et réussir à trouver cette raison, ce pourquoi, ça suscite tout de suite de l'engagement et de la motivation. Donc, tout est question de créer un environnement où finalement c'est bienveillant et où on va chercher la bonne raison d'arriver à la fin. Là où finalement, juste avoir des bonnes notes pour avoir un bon bulletin, pour satisfaire ses parents, bah, c'est pas forcément la meilleure des raisons pour aimer la matière. Au final, on va la subir plus qu'autre chose. Donc c'est clair que si on arrive à trouver un lien entre des causes, typiquement Katharina en parlait, mais le développement durable, c'est une cause qui tient à cœur de certains élèves. Bah, forcément, si on arrive à trouver des liens avec des exposés qui soient réellement liés aux élèves, forcément, ils vont trouver beaucoup plus d'intérêt plutôt que nous, lorsqu'on était petits, qu'on faisait des exposés qui nous semblaient pas forcément intéressants parce que le sujet ne nous impactait pas tant que ça. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, effectivement, tu l'as vite fait mentionner, mais la gamification, ça suscite forcément de la vie.
C'est-à-dire que lorsque tu arrives à engager, à créer une sorte d'esprit de compétition, mais sans avoir le mauvais côté. On a tous vu des séances avec des caouts ou des WooClap où finalement tout de suite il y a de l'ambiance qui se réveille et même en distanciel, c'est-à-dire que tu le vois tout de suite. Le chat Teams se réveille à la seconde que tu déclenches le Kahoot. C'est clair. Kahoot, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous le mettre dans le chat. C'est un super outil qui est gratuit pour les profs et qui vous permet de créer des quiz très interactifs. Donc, typiquement pour les cours collectifs, c'est trop bien parce que ça vous met vraiment dans une ambiance de compétition parce que c'est timé. Donc, il y a un timer. C'est en 15 secondes, il faut répondre à la question et vous avez 4 options, 4 couleurs qui représentent les 4 options. Et donc, tout le monde se presse, réfléchit, essaie de trouver la bonne réponse. Et ça, franchement, pour l'ambiance, c'est génial, quoi. Kahoot, tu peux utiliser en présentiel ou en distanciel, ça marche toujours. Et à la fin, tu as un podium et tu as plus de points si tu as répondu 8. C'est vachement intéressant parce que tu crées de la vie dans une session et c'est ça qu'on cherche. C'est vrai que les cours en distanciel, on les subit assez régulièrement. C'est difficile de susciter cette passion, sauf si forcément, il y a ce côté gamifié qui nourrit ça. Complètement. Merci pour cet exemple et d'avoir mentionné cet outil qui est vraiment génial. Alors, vous continuez à nous partager, c'est génial hein, ce que vous faites. Alors, l'une d'entre vous nous dit associer l'être, le corps, les sens, l'âme et les émotions. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. On n'a pas à parler assez des émotions et du rôle des émotions dans l'apprentissage, puisque plus on ressent des émotions positives, hein, ou même des émotions de la tristesse, tout type d'émotions, plus on va retenir ce qu'on apprend. Hein. Donc, c'est extrêmement important d'associer et de créer en fait une sorte d'apprentissage holistique et pas que basé sur la tête, mais vraiment sur tout le corps et le cœur. Ensuite, un jeu de cartes sur les multiplications ou les conjugaisons en cours particulier essentiellement, mais on aimerait beaucoup voir ce jeu de cartes, c'est génial. C'est génial d'avoir créé un jeu de cartes, bravo. Effectivement, encore une fois, hein, la gamification, comment rajouter du jeu, c'est vraiment une excellente initiative parce que le jeu, ça rend vivant, tu l'as très bien dit, ça rend vivant, ça donne envie, donc c'est une très belle initiative. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas pu participer au début de ce live, donc je suis Svenia, je suis accompagnée de Katharina et Wassim et aujourd'hui on vous parle des tendances pédagogiques de 2024. Donc on a déjà mentionné 2 tendances, la personnalisation, l'engagement des apprenants. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos idées dans le chat. Bienvenue à vous et merci de partager ce moment de pause déjeuner avec nous. Alors, troisième tendance qui est extrêmement importante et intéressante et vous ne vous y attendiez pas, c'est le mouvement. Mettre les élèves en mouvement et sortir l'éducation, l'apprentissage de la salle de classe, du bureau. Comment on fait pour se faire éducation en dehors des murs? Je voulais vous partager un exemple de Finlande, que j'ai vu en Finlande, très intéressant, qui s'appelle School as a Service. Donc, comment on crée une école, comme on créerait un service. Donc, en gros, ce qu'ils ont créé, c'est qu'ils se sont dit, on va essayer de prendre la ville et de faire en sorte que la ville soit notre terrain de jeu d'apprentissage. Et que finalement, on fasse cours partout dans la ville et pas juste dans l'école. Et donc, ils ont fait cette expérimentation pour un lycée. Ils ont décidé de créer un petit espace un tout petit espace au cœur d'une ville universitaire hein, qui s'appelle Espoo en Finlande. Et donc, ils ont créé un petit espace où les élèves pouvaient se retrouver, un espace de coworking, mais très petit, hein, ça faisait 50 mètres carrés. Et c'était leur école. Le reste du temps, les élèves sont en mouvement, marchent dans un radius de 1 km autour de cet espace qui est le cœur. Et ils vont dans la librairie universitaire, ils utilisent hein, l'université, ils utilisent donc les labos de chimie, de sciences, de la vie dans l'université. Ensuite, pour faire cours de français, il y a une petite librairie française dans la ville, dans le centre-ville, ils vont marcher et faire leurs cours de français. Ensuite, pour les cours d'histoire, ils utilisent le muséum d'histoire naturelle de la ville, qui est à 1 km. Et donc, toutes les 2 heures, ils marchent 1 km
et ils vont dans leur prochain. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça vous montre que. Alors, ils ont évidemment regardé leur niveau de motivation, leur niveau d'engagement, qui était beaucoup plus élevé que quand ils étaient dans une école normale, hein, parce qu'ils ont vraiment pris des élèves d'une école normale, entre quatre murs, et ils les ont mis dans ce nouvel environnement. Et donc, ils étaient beaucoup plus motivés, beaucoup plus en forme. Ils arrivaient beaucoup mieux à se concentrer parce qu'ils marchaient. Ils n'étaient pas toute la journée assis sur une chaise, 8 heures par jour. C'est presque inhumain. Donc, voilà. Donc là, ils marchaient, ils se rendaient dans tous ces lieux-là. Et ils étaient au lycée, donc un peu plus âgés, un peu plus matures. Mais j'ai trouvé cette expérience extrêmement intéressante qui a été créée par un architecte de service finlandais et qui a décidé aussi de mettre en place ce système dans plusieurs villes. Donc, il a mis ça en place à Shanghai, dans un petit arrondissement de Shanghai, où il y avait tout autour. Il y avait un musée, pareil, il y avait une université pas loin, il y avait voilà, un grand centre sportif de la ville qu'ils pouvaient utiliser pendant la journée pour faire leur cours de sport. Donc, en fait, ce serait possible hein, dans n'importe quel arrondissement, dans n'importe quelle grande ville, d'utiliser finalement d'utiliser des bâtiments publics pour faire cours, quoi. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Je voulais vous partager ça. Mais en règle générale, on sait, grâce à pas mal de sciences et en neurosciences, etc., que c'est très bien de faire des pauses actives. Donc, quand vous voyez qu'un élève est commence un peu à piquer du nez, de faire une pause, de bouger, c'est extrêmement important de remettre du mouvement dans l'apprentissage. Ça peut être des sauts, ça peut être voilà, et ça, c'est extrêmement important que le corps soit activé aussi, sinon le cerveau ne peut pas être actif sans le corps. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Nous avons des questions déjà. Nous avons des questions. Je vous ai dit hein, que je prendrai les questions au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à me les poser. L'apprentissage par le mouvement dans une ville n'est pas du tout développé en France, il me semble, c'est uniquement en Finlande. Alors malheureusement, je n'ai pas d'exemple français. Hein. Peut-être. Ah, Katharina, j'en étais sûre. Non, il y a même une initiative énorme qui s'appelle Classe dehors. C'est une initiative lancée par la Fabrique des communs pédagogiques. Super. Et c'est extraordinaire parce que ça regroupe plein d'enseignants qui se lancent dans la classe dehors, peu importe le format, parce que c'est pas la même chose d'être dans le primaire, dans le secondaire, pour des raisons disciplinaires d'organisation scolaire. Ou dans le cadre du cours privé, voilà. Je ne sais pas si on peut prendre l'élève et dire aux parents, bah, voilà, en fait, aujourd'hui, on va aller ailleurs. Voilà. Bon, voilà. Mais en tout cas, ça a le mérite de regrouper un certain nombre de pratiques, de créer un partage d'approches pédagogiques. Et il y a un congrès annuel, si je ne me trompe pas, et une semaine annuelle pour se lancer collectivement dans ces nouvelles pratiques. Classe dehors. Classe dehors. Ouais, allez voir ça parce que et j'irai voir ça juste après ce live, c'est exceptionnel. Donc ça arrive en France. Que c'est vrai que dans les pays nordiques et même en Allemagne, hein, c'est assez commun finalement de faire classe dehors, d'aller dans la forêt, d'explorer. C'est même très commun. C'est vrai qu'en France, on a quand même cette habitude de rester entre quatre murs, souvent. Là, je suis très heureuse de voir que ça existe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, sauf que ce qui manque, c'est peut-être la visibilité de certaines pratiques, le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, la systématisation de certaines bonnes pratiques, leur évaluation, etc. Oui. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Totalement, qu'il y a de plus en plus de partage de ce type de pratiques et d'inspiration. Absolument. Existe. Et que ça montre que c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Excellent, merci hein, Katharina. Je savais que je pouvais compter sur toi hein, pour me dénicher des petites perles comme ça. C'est génial. Alors, on a une deuxième question pour Wassim. Vous aviez parlé d'un outil que Wassim a développé en utilisant l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous en parler? Avec plaisir. Alors, nous avons développé Corollaire il y a un peu plus d'un an. Qui permet aux formateurs, aux enseignants de s'approprier l'expérience de ChatGPT de leurs apprenants ou de leurs élèves. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils maîtrisent et contrôlent complètement le périmètre de connaissances et les sources.
Donc, c'est-à-dire que si tes élèves viennent se connecter sur ton tuteur corollaire, eh bien, le tuteur va répondre et va même donner la source. Donc, si jamais c'est une vidéo, par exemple, on va répondre à sa question et lui montrer l'extrait de la vidéo, donc la vidéo à 1 minute 50, là où la personne parle du concept qui a permis de répondre à la question de l'élève. Donc, l'idée, c'est de permettre aux enseignants et aux formateurs de paramétrer des tuteurs qui peuvent mettre à disposition des élèves. Des tuteurs virtuels. Des tuteurs virtuels, exactement. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans les entre-classes. C'est-à-dire que le soir, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont peut-être des questions à se poser. Ils n'osent pas forcément. Des fois, on met à disposition un chat où on donne son email en tant que professeur et on répond. Les élèves, ils n'ont pas forcément envie de vous solliciter. Ils ont peut-être honte de vous poser des questions. Et donc, ça permet finalement d'avoir un entre-deux. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que le prof, sur Corollaire, il peut voir les questions qui sont posées au tuteur. Donc, Corollaire va analyser toutes les conversations et dire au professeur de manière très directe, tu as Jeanne et Benoît et Sébastien qui ont posé des questions sur ce concept-là. N'hésite pas à revenir sur le concept à la prochaine classe. C'est génial. En fait, c'est un assistant du prof. C'est un assistant du prof qui lui permet de savoir exactement où en sont ses élèves, quelles questions ils posent, enfin, là où peut-être ils ont des lacunes. Exactement. Ça permet à la fois de pallier aux deux problèmes que je décrivais tout à l'heure par rapport à ChatGPT et son opacité. C'est un, on maîtrise les sources des réponses. Ouais. Et deux, on a une vue complète et sans être Big Brother, dans le sens où ils peuvent être anonymes, avoir accès aux conversations des élèves et revenir sur ce qui n'a pas été compris. Donc, effectivement, ça permet d'embrasser l'IA générative sans la subir et l'assumer. Très intéressant, merci de nous avoir partagé ça. Et bravo d'avoir créé ça, parce que je pense que c'est vraiment on en a besoin, on en a clairement besoin. Et ça m'a l'air d'être un peu plus sain que ChatGPT qui parfois oublie complètement de citer ses sources. Et par ailleurs, parfois, il invente des sources. Ça m'est déjà arrivé, je lui ai dit, mais quelle est ta source? Il m'a inventé un livre qui n'existait pas. Donc, parfois, il hallucine, donc il faut faire attention. Mais ça peut justement nous aider à enseigner l'esprit critique. L'esprit critique, qui est une compétence absolument essentielle, qu'on n'arrive pas forcément à enseigner, ou peut-être en cours de philo, mais avec ChatGPT, c'est une aubaine. C'est une aubaine, parce que les élèves, on peut vraiment les titiller là-dessus et leur dire, est-ce que tu as posé la question à ChatGPT de quelle est sa source et comment on fait pour vérifier sa source. Donc oui, c'est une vraie aubaine. Alors, nous avons encore un sujet à partager et à discuter, qui est notre dernier sujet, qui est un sujet très important, comme on le disait au début. Comment fait-on pour intégrer tous les enjeux environnementaux, tout ce qui se passe autour du changement climatique à notre enseignement? Et comment on fait pour enseigner ces compétences-là et pour rendre les élèves acteurs de ce changement? Parce que l'idée, c'est quand même de construire une génération d'acteurs du changement. Et Katharina, toi, tu as travaillé quand même pendant des années sur ce sujet et j'ai hâte que tu nous parles de tous les projets que tu as menés à bien. Il y a plusieurs expériences qui vont dans le même sens. Moi, d'abord, c'est pas que seulement on ait envie de faire une génération qui va agir pour le développement durable, c'est juste qu'on en a besoin, sinon, sinon on va pas très bien. Voilà, je vais pas vous dresser le portrait de la planète qui brûle. Mais il y a surtout un phénomène qui est assez important et je pense que vous pouvez le constater aussi avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment d'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on a vraiment bien réussi, pour l'instant, on peut le constater. S'il y a l'éco-anxiété, ça veut dire qu'on a réussi la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a réussi à donner des connaissances, des informations sur le fait que le changement climatique est en train de s'opérer, qu'il est généré par les humains, etc. Donc, du coup, le problème de ça, c'est que si on a des connaissances, les savoirs sans pouvoir agir, ça rend anxieux. Et en fait, la question que je veux poser, c'est vraiment comment on peut faire pour rendre les élèves acteurs du développement durable, parce que de pouvoir se saisir de ces thématiques-là, de pouvoir agir à son échelle, agir collectivement, comment s'outiller pour pouvoir dépasser ça, parce que sinon, en fait, on va avoir des citoyens extrêmement bien informés. Absolument. Face à un défi monstrueux et paralysés.
parce que en fait, l'action, enfin, fuir ou attaquer, c'est un pendant de réaction possible. Sinon, il y a non-action, donc paralysie, donc éco-anxiété avec euh, les problèmes mentaux de santé mentale qui en découlent. Et donc, du coup, la question, c'est comment on les rend acteurs, sachant que, enfin, c'est une notion, c'est très complexe. Je vais essayer de faire, de partager un petit peu ce que j'en pense sans entrer dans une approche scientifique du sujet. Mais être acteur de quelque chose, c'est pouvoir prendre l'initiative individuellement et collectivement de façon pertinente sur un sujet. Et donc là, concrètement, sur le développement durable. Et pour pouvoir le faire, c'est un mélange de plein de choses. Donc, on parle souvent de la capacité d'avoir l'habilité de faire quelque chose, d'en avoir envie, donc d'avoir la motivation, d'avoir suffisamment d'entourage, d'avoir suffisamment de compétences. Et donc, du coup, je veux parler de la notion de compétences parce que toutes ces choses-là, les dispositions motivationnelles, les savoir-faire concrets, tout ça, on peut mettre sous le chapeau de compétences. En fait, aujourd'hui, il y a des institutions globales, européennes, nationales qui travaillent sur des référentiels de compétences. Bon, on peut se dire les compétences, ça nous sort par les oreilles parce qu'il y en a partout. Ça veut dire, il est vrai qu'elles sont souvent peu accompagnées je dirais, déclinaisons opérationnelles. Ça, c'est le jargon entrepreneurial. Mais en vrai, ça veut dire, bah, du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette compétence? Qu'est-ce qu'on attend concrètement de l'élève qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit capable de faire? Donc, il y a une chose importante à dire sur les compétences, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner. C'est-à-dire que je ne peux pas présenter aujourd'hui et dire, donc, compétences pour le développement durable, il faut que les élèves soient en capacité de mener une action politique. Super. Bon, voilà comment on mène une action politique. C'est ça, voilà, chapitre 1, chapitre 2. C'est pas possible. Il faut pouvoir le vivre, l'agir. Enfin, donc, le vivre déjà à l'échelle école, enfin, cours particulier, de pouvoir vivre ça, la compétence, pour pouvoir l'acquérir. Et réfléchir dessus. Donc, c'est ça la deuxième dimension, pouvoir avoir une réflexion sur la compétence, être conscient qu'on ait développé cette compétence. Parce qu'une autre problématique qu'on peut avoir, c'est qu'on a plein de compétences parce qu'on a fait, par exemple, un service civique, parce qu'on est engagé dans une association locale, parce qu'on aide ses petits frères et ses petites sœurs à faire leurs devoirs. On a des compétences énormes, mais on n'en est pas conscient. Donc, du coup, ça, c'est un autre volet. Et donc, du coup, comme je disais, il y a plusieurs de ces référentiels. On pourra partager plus tard des référentiels de World Largest Lesson, qui est aussi d'ailleurs une superbe ressource pédagogique accessible en anglais, mais il y a aussi des choses en français. Comment enseigner le développement durable aussi par projet, avec plein de ressources intéressantes, gamification, etc. Eux, ils ont développé un référentiel comme ça qui va mentionner, et c'est assez intéressant qu'il y en a ces référentiels il y a des compétences qui vont se recouper. Donc, on va retrouver toujours une capacité à agir individuellement, capacité à agir collectivement, capacité à avoir une action politique. On va avoir penser système, donc penser quelque chose dans un complexe, dans un système, c'est systémique, c'est une compétence en soi qui a un lien avec le développement durable. Donc, du coup, et entre autres aussi, c'est incarner la durabilité. Incarner la durabilité, ça ne veut pas dire seulement de faire les gestes au quotidien, mais aussi d'avoir une sensibilité et une relation à la nature. Donc, quand on parlait de la classe dehors, etc., donc ça, c'est typiquement des pratiques qui vont pouvoir développer ça. Donc, du coup, ces différentes référentiels vont avoir ces choses en commun. Mais moi, ce que j'ai voulu souligner, c'est que, OK, bon, ça, c'est les référentiels. C'est important de les connaître parce qu'en connaissant ces référentiels, le plus détaillé possible, c'est qu'on peut avoir ces compétences en tête. Et on a besoin de les avoir en tête pour pouvoir les partager avec les élèves, pour pouvoir leur faire vivre les expériences pédagogiques qui les développent de façon consciente. Parce que si on ne les nomme pas de façon cohérente, si on ne fait pas partager aux élèves que c'est cette compétence-là que tu as développée, on a loupé une opportunité de les conscientiser chez l'élève et on va se retrouver à la fin de la scolarité avec un élève qui ne sait pas, qui a une forte compétence de communication ou qui ne sait pas, qui a une forte compétence d'empathie. Voilà. Et donc, du coup, tout ça,
toutes les opportunités d'apprentissage sont les opportunités d'apprendre ces compétences-là. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'à l'ère de l'IA, en fait, qu'est-ce qui va rester des humains? Bah, du coup, c'est l'humain. Les connaissances vont se trouver ailleurs et il va falloir qu'on développe les compétences, qu'on les incarne en tant qu'être humain. Et donc, du coup, la priorité va vers ces compétences. Et ce que j'ai voulu développer un petit peu, donner quelques pistes, comment concrètement on peut les développer, peu importe l'échelle, si on est cours particulier, cours en classe, cours en groupe, contexte scolaire ou pas. Premièrement, les développer intentionnellement et explicitement. C'est-à-dire le dire à l'élève quand on a décidé de développer une compétence, pouvoir lui le rendre explicite. Quand il fait preuve d'une compétence dont on a déjà parlé, on peut la souligner, lui donner un feedback. Donc, c'est le deuxième axe, c'est soutenir l'élève par le feedback constructif, par l'aide à l'autoréflexion, par l'aide à l'auto-évaluation. Donc, typiquement, on peut instaurer un petit rituel à la fin du cours en disant c'est quoi les nouvelles compétences que tu as développées. Donc, il y a des connaissances, tu as appris ça et ça. Qu'est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as persévéré, par exemple. Tu as été persévérant, tu n'as pas abandonné pendant le cours. Ça, c'est très concret. Très concrètement, on peut montrer à l'élève qu'il a démontré cette compétence, qu'il est en train de l'acquérir parce qu'il a persévéré. Ouais. C'est une très belle façon aussi de rendre l'apprentissage visible Oui. et le gain de compétences visible, comme disait John Hattie. Et d'ailleurs, ça me fait penser au growth mindset. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept de growth mindset. En français, c'est la pensée, l'état d'esprit de croissance. Donc vraiment cet état d'esprit où les élèves pensent qu'ils sont capables d'atteindre tous les résultats qu'ils souhaitent atteindre. Et donc c'est extrêmement important de développer ce growth mindset. D'ailleurs, il y a un livre extraordinaire qui a été traduit en français que je vous recommande, qui s'appelle Travailler votre état d'esprit de Carol Dweck. C'est extrêmement intéressant. Le titre, il faudra peut-être revoir, mais Carol Dweck, l'état d'esprit, c'est extrêmement important aussi pour que les élèves réalisent qu'ils sont en train de progresser. Donc, de souligner le progrès, souligner chaque petit progrès qu'il fait. Et à la fin du cours, j'aime beaucoup ce que tu proposes, de dire, OK, on va faire un petit cercle. Qu'est-ce que vous avez appris et quelles compétences vous avez travaillé? Parce que se mettre justement dans cette réflexion sur ces compétences-là, c'est de savoir que du coup, en fait, je ne suis pas une meilleure communicante. C'est juste que aujourd'hui j'ai pratiqué, demain j'ai pratiqué, après-demain j'ai pratiqué. Certes, j'ai des prédispositions personnelles, il y a des personnalités, ça ne nie pas, mais on y travaille et c'est pas j'ai une étiquette, je suis timide. Ben, non, en fait. C'est des évidences. C'est des évidences, mais à la fois, avoir l'état d'esprit de croissance soi-même en tant qu'enseignant, ça permet de le développer chez les élèves. Et évidemment, la notion de compétence est concrètement en lien avec les compétences, avec l'état d'esprit de croissance. Voilà. Ouais. Troisième pratique, comment on peut faire pour le développer, c'est justement les pratiques que tu mentionnais, dites pédagogie active. Donc, du coup, tout le travail qu'on va pouvoir faire où l'élève est à l'initiative d'un projet. Donc, on va suivre son intérêt, quelque chose à quoi il est sensible, et on va l'outiller pour pouvoir le faire individuellement, collectivement, avec des méthodologies. Aujourd'hui, il y a énormément de méthodologies qui existent, qui sont développées sous le chapeau de facilitation, des méthodes d'intelligence collective dont on peut se saisir pour travailler un projet en classe. Donc, pas seulement avoir les outils, penser thématique quand on travaille projet, penser outils méthodologiques. Comment on s'y prend concrètement pour organiser un groupe d'élèves pour travailler sur un sujet qui les passionne. Et moi, j'allais dire la chose très importante, c'est que ça soit dans l'intérêt des élèves, dans leur contexte concret, que ça soit quelque chose qui leur parle. Et c'est là l'exemple concret que j'ai voulu citer. Donc là, je passe aux exemples concrets. Donc, Bâtisseur de possible est une démarche qui part de l'analyse des élèves, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui, eux, les touche et qui veulent changer, donc d'un sentiment d'injustice. Et donc, c'est vraiment très intéressant de se dire, quand on part de la préoccupation des élèves, en fait, on aboutit à un engagement beaucoup plus important et une réalisation qui va jusqu'au bout, qui leur permet de mettre en pratique un certain nombre de ces compétences-là, comme communication, la collaboration, etc., par le fait de le faire. Voilà.
Et peut-être je vais donner un exemple de projet, je ne sais pas si c'est peut-être c'est intéressant, je ne sais pas. Oui, alors moi, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur Bâtisseurs de possible parce que c'est vrai que vous êtes dans les écoles, vous demandez aux élèves quelles sont les causes qui leur tiennent à cœur et ensuite vous utilisez la méthode du design thinking pour répondre à un problème. Ils vont dire, ah, bah, il y a beaucoup de gaspillage d'eau dans l'école ou les déchets ou le gâchis, le gaspillage alimentaire. Et ensuite, grâce à la méthode de design thinking, vous essayez de les amener à trouver eux-mêmes les solutions et à les construire, c'est ça? Exactement, de penser les solutions collectivement. Il y a plein de façons différentes de le faire, mais d'essayer d'inventer des nouvelles solutions, mais à la fois d'inventer des solutions qui sont pertinentes et réalisables à son propre échelle. Et ça, c'est très important parce que sinon, on invente souvent des trucs qu'on demande aux autres de faire. Et ça, il y a un problème de nouveau. On va, de nouveau, ce que je disais, on va se renseigner, on va avoir plein d'informations, l'angoisse va monter. Mais en fait, si on ne va pas jusqu'à la réalisation, si on ne va pas jusqu'à faire un geste concret qui aide et apporte sa petite goutte d'eau, bah, on n'a pas cette expérience de maîtrise sur un environnement concret. Et donc je boucle la boucle sur le devenir acteur du développement durable, pas un moyen de sortir de la paralysie dans laquelle on pourrait être amené avec intégralité de connaissances et en fait avec la complexité de plus en plus importante de notre monde. Merci, merci Katharina de nous avoir partagé ces réflexions. Voilà, et j'allais dire que du coup, il y a Bâtisseurs de possibles qui existent, des projets qui sont plus axés, construire un projet ESS, ça existe, ça s'appelle Enactus en France, ils font toutes les démarches Tout à fait. similaires, il y a plein d'autres démarches, citer que ceux qui me viennent à l'esprit, comme ça, aventuriers, différentes démarches, la main à la pâte, qui permettent, la fondation La main à la pâte, qui permettent de travailler avec des axes thématiques différents pour engager autour des thématiques de développement durable avec les pédagogies actives. Ouais, tout à fait, c'est de très très bons exemples. Merci. Avant de nous quitter, on a une dernière question sur comment faire en cours. Quand on est en cours particulier live, donc en ligne, pour engager avec le mouvement. Donc moi, ce que je préconise souvent quand je fais cours pendant de très longues heures en ligne, c'est d'avoir des pauses très fréquentes et de demander aux élèves de se lever, de faire une petite choré, je ne sais pas, taper dans les mains, mais en gros, en tant que prof, de montrer l'exemple et de bouger et de faire en sorte que les élèves bougent à leur tour. Mais c'est très important, surtout quand on est en ligne, de créer ce mouvement-là qui est si important. Et quand vous êtes en ligne aussi avec le live, n'hésitez pas à utiliser des quiz comme Kahoot parce que ça peut vraiment créer une très belle ambiance. En tout cas, je suis absolument ravie de cette discussion, de vos questions. C'était très interactif. Merci à tous d'avoir participé. Merci à nos deux intervenants. Pour conclure, j'ai un petit message pour vous. Ce live était le dernier de l'année scolaire. On reprend à la rentrée. C'était un honneur pour moi d'animer le premier et le dernier de cette année scolaire. Merci beaucoup d'avoir suivi tous nos lives avec assiduité. L'idée, c'est d'avoir vos feedbacks. Donc, on vous a envoyé un petit questionnaire dans la newsletter, la dernière newsletter. S'il vous plaît, répondez à ce questionnaire. C'est hyper important pour nous, pour savoir quels sont les nouveaux lives que vous voulez pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces lives-ci de cette année? Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez raté le début, que vous êtes arrivé en plein milieu de ce live, il y aura un replay qui vous sera envoyé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le regarder à nouveau ou regarder le début si vous le souhaitez. En tout cas, c'était un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Merci Wassim, merci Katharina d'avoir partagé vos expériences et vos savoirs et vos compétences sur ce plateau. Merci à tous et passez une très belle journée, une très belle après-midi. À bientôt. Au revoir.